À ce point presse, je dirais, habituel que nous faisons avant chaque séance plénière. Il est habituel et pourtant il sera particulier puisque ce sera le premier point presse du groupe Rassemblement National et Apparentés. Puisque nous déposons la liste de rattachement du groupe auprès du président du Conseil régional pour la séance plénière de demain. Je suis, et vous avez devant vous le bureau renouvelé du groupe, puisque je suis accompagné de Mireille Chevet, vice-présidente à la communication élue de l'Aisne, et de Mélanie Didier, vice-présidente aux ressources, élue du Nord. Donc vous avez eu un dossier presse dans lequel, là, vous avez à la fois la motion, le vœu, les questions orales que nous posons, qui vous montrent, je dirais, la diversité des angles d'attaque et des intérêts portés par le groupe Rassemblement National et Apparentés. Dans la répartition des rôles entre nous, dans un premier temps, Mireille Chevet vous parlera de l'effectif pléthorique de l'exécutif et par voie de conséquence des moyens des groupes, puisque c'est une polémique que M. Bertrand a voulu engager contre nous. Ma collègue Mélanie Didier vous exposera le vœu que nous faisons sur le plan régional d'élimination des déchets qui devra bientôt passer en séance plénière et sur lequel nous sommes en forte proposition. Et je vous parlerai de la politique économique, mais là j'aurai l'occasion aussi de vous le redire. Nous avons décidé politiquement d'enfoncer le clou tout ce dernier trimestre 2018 sur changer de politique économique, une urgente nécessité pour monsieur 27 300 demandeurs d'emploi en plus depuis qu'il a pris les rênes du Conseil régional. Mireille ? Oui, donc nous avons décidé de répondre aux attaques de Xavier Bertrand, monsieur Bertrand accompagné de monsieur Coulon qui, plusieurs fois en séance plénière, a lancé des accusations plus ou moins voilées, plus ou moins explicites, concernant nos frais de fonctionnement, qui seraient prétendument excessifs. Bertrand tente de nous faire passer pour des élus dispendieux, alors qu'en réalité, c'est lui-même qui a un exécutif pléthorique. Après avoir hésité, parce que nous ne voulons pas tomber dans des considérations futiles, nous avons quand même jugé utile de donner quelques précisions à ce sujet. On nous reproche d'utiliser tout notre budget. Donc nous l'assumons entièrement. Il est prévu des frais de fonctionnement, ils sont légitimes, ils sont indispensables pour travailler, enfin en tout cas pour qui veut travailler, c'est notre cas. Et nous ne disposons au contraire des élus de la majorité d'aucun autre moyen. Voilà, je mets, à part évidemment nos 3 députés nationaux, notre députée européenne, mais c'est vraiment très très restreint par rapport à l'étendue de notre groupe. Concernant ce qu'on appelle les frais de bouche, communément, et qui, vous le verrez tout est en open data, vous avez accès à tout. Là, je ne vais pas vous mâcher le travail, c'est à vous, journalistes, d'aller un petit peu vous renseigner à la source. Vous pourrez constater que concernant ces fameux frais de bouche qu'on nous a reprochés en séance, je vais prendre l'exemple précis des frais de représentation, restauration, repas de travail, voilà, sur lesquels nous avons été attaqués sur l'année 2016, qui sont des chiffres disponibles intégralement. Notre groupe Rassemblement National a dépensé 86 € par élu. Donc je vous parle de 86 € par an. Donc ça nous fait une moyenne mensuelle de moins de 7,20 €. Vous pouvez constater qu'on ne se roule pas dans le caviar. En comparaison, pour vous donner un ordre d'idée, la majorité LR et UDI, dans son ensemble, a dépensé sur ce même poste 114 € par élu. Voilà, avec une prime, une mention particulière pour l'UDI. Je parle de l'UDI parce que Mme Létard a été très en pointe dans les accusations, se drapant dans l'exemplarité. Donc le groupe UDI a dépensé 146,50 €, voilà. 146 € pour l'UDI, 86 pour nous.
En mensuel, hein, oui, c'est ça. Non. Annuel. Annuel. Oui, non, Bouge, mais nous aussi. Je plaisante. Non mais voilà, c'est pour être, voilà, on remet les choses à juste le mesure, vous voyez. C'est vraiment, même pour l'UDI, c'est ridicule. Enfin, c'est de la restauration, c'est quand vous invitez au restaurant, c'est ça? C'est des frais de repas de travail, voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est complètement anecdotique en réalité de nous attaquer là-dessus. C'est un peu ridicule, surtout qu'on ne peut en aucun cas comparer d'autres situations avec la situation de la majorité. Pourquoi ? Sur 116 élus de la majorité, nous avons un président, 15 vice-présidents, donc M. Bertrand a pris le maximum autorisé par la loi, donc 15 vice-présidents, 10 présidents de commission. Alors les présidents de commission ne font pas partie à proprement parler de l'exécutif, mais ils ont chacun des moyens propres, c'est-à-dire des collaborateurs et des bureaux propres. Et il y a également 14 conseillers délégués. Donc les conseillers délégués, c'est exponentiel, il y en avait 10 l'an passé, maintenant il y en a 14, je ne sais pas, il peut y avoir plus demain, je ne sais pas. Nous avons donc un exécutif pléthorique, et notre groupe avait d'ailleurs anticipé ce problème en déposant en tout début de mandat un amendement demandant à réduire à 10 le nombre de vice-présidents. On a quasiment un tiers de la majorité des élus qui sont dotés de moyens propres, à des titres divers, qui viennent en plus des moyens de fonctionnement du groupe politique. Vous voyez, de ce dont ils disposent. Il faut rajouter à cela les cumuls de mandats. Donc vous avez évidemment, je ne vais pas vous faire l'injure de tout vous citer, mais enfin voilà, M. Bertrand, président de la communauté de Saint-Quentin, M. de Coster, maire de Saint-Omer, etc. Voilà, vous connaissez ça bien mieux que moi. Donc vous vous doutez bien, quand ils ont besoin d'envoyer des courriers, de faire un repas de travail, de faire une photocopie, ils n'ont pas besoin des moyens de fonctionnement de leur propre groupe politique au conseil régional. Et là encore, nous avions déposé un amendement. On nous a beaucoup reproché au début du mandat d'être tatillon, d'être pointilleux, de déposer énormément d'amendements, mais vous voyez que le temps avançant, on se rend compte que tout ça n'était pas inutile et qu'il y a des vraies raisons d'être. Donc cet amendement, c'était de déduire de l'assiette retenue pour attribuer les moyens au groupe politique, de déduire les membres de l'exécutif. Voilà, ça permettait une plus grande équité. Cet exécutif pléthorique, il dispose de la machine de guerre, en quelque sorte, bien grand mot, et du conseil régional. Voilà, en termes de matériel, technique, de communication, de personnel, c'est le jeu, ça, on ne le remet pas en cause, c'est normal. Le problème, le vrai problème et la vérité, c'est que Xavier Bertrand rêve d'une opposition sans aucun moyen. Parce que nous ne disposons pas de grand-chose déjà au départ, mais en plus on y chipote tout. Un micro-cravate, des cartes de vœux, une caméra pour notre communication. Voilà. Donc, cette mise au point faite, comme je l'ai dit au début, on ne va pas vous mâcher le travail. C'est à vous maintenant, journalistes, je pense, d'aller regarder les données chiffrées, tout est disponible. Nous sommes en parfaite transparence, nous n'avons aucun problème. Voilà, donc je laisse la parole maintenant. Je peux juste vous poser une oui, question sur ce point. Vous avez parlé des conseillers délégués. Est-ce qu'ils ont, de quel type de moyens propres disposent-ils? Alors ils ont des moyens, oui, ils ont également du personnel supplémentaire, des bureaux supplémentaires. Ils ont tous un... Je ne sais pas s'ils ont des rémunérations supplémentaires. Ils ont tous un collaborateur ou comment ça se dit? Oui. Il suffit, alors je ne sais pas s'il est sur l'intranet, mais nous avons à notre disposition l'organigramme au 1er octobre 2017, fourni par la Direction Générale des Services. J'ai demandé en dernière commission des finances qu'on nous fournisse l'organigramme au 1er octobre 2018. Je ne l'ai pas encore, mais dans l'organigramme au 1er octobre 2017, c'est d'ailleurs un document qui pourra vous être transmis si vous le souhaitez. On voit le nom des délégués, des présidents de commission, et on voit le nom des assistants délégués ou des assistantes de direction. Donc, et si vous montez dans les bureaux, quand vous arrivez, nous sommes au 6e, ils sont au 5e, vous avez toute une partie de la lame, d'ailleurs nos collaborateurs pourront vous accompagner, où on voit s'échelonner tous les bureaux des présidents de commission et des conseillers régionaux délégués et des collaborateurs qui leur sont associés.
sachant qu'il y a quelques cas isolés, je pense 2-3 conseillers qui cumulent certaines fonctions. Et là encore, c'est en open data, Oui, on n'a pas à les regarder, mais sur les indemnités, si ma mémoire est bonne, le conseiller délégué doit aussi émarger de manière supérieure à un conseiller régional. Mais bon, c'est pas... Vous-même, vous disposez de combien de collaborateurs aujourd'hui? C'est une bonne question. Il faudrait que je vous réponde en équivalent temps plein. Je vais dire si j'aimerais, je vais en dire 10. 10. Il faut vérifier exactement, et puis on va vous donner d'ici la pointe là. Il faut voir en équivalent temps plein, on va vous dire. Et là, vous allez en perdre suite à... Comment? Vous allez en perdre suite à défection? On est limite, on était très prudent dans notre budget, donc on est limite, voilà, mais on ne devrait pas en perdre. Vous ne voulez pas en perdre ni collaborateurs, ni moyens, enfin, a priori. Ah ben forcément. C'est pareil. Les moyens sont votés, c'est une délibération qui est votée chaque année, qui, lors de la première année du mandat, a été votée de mémoire à 152,50 € par mois et par élu, et qui, au dernier budget, a été ramené à 100 €. Alors pour le matériel aussi, hein. Comment? Pas pour les ressources humaines, hein, pour le Oui, matériel. pour le Après, matériel. il y a un budget ressources humaines, c'est deux choses différentes. Hein. Vous avez à la fois le budget, mais tu sais tout mieux que moi, tu vas dire, santé aux ressources. Donc effectivement, au niveau du matériel, c'est une somme par élu. Donc effectivement, la première année, on estime qu'on a besoin de plus de matériel, le temps de s'installer, l'achat d'ordinateurs, etc. Donc effectivement, première année, 152 €. Et puis après, les années, là, on est à 100 € par élu. Donc c'est une dotation à l'année par élu. Par contre, tout ce qui est ressources humaines et collaborateurs, c'est tout simplement voté lors du budget. Et après, lorsque malheureusement on perd des élus, c'est proportionnel, tout simplement en fonction si le collègue, si l'élu part au mois d'août ou au mois de janvier, la somme perdue ne sera pas identique. Voilà, c'est proportionnel. Le budget en personnel de mémoire est à 30% ou 28,5%. Voyez-vous que moi qui suis réputé pour être précis, j'ai pas tous les éléments en tête, mais tout ça c'est en open data. C'est peut-être pour ça qu'on finit par oublier, comme des fois, mais avant on ne connaissait pas par cœur les numéros du téléphone, maintenant on a tout dans le répertoire. Mais c'est un pourcentage des indemnités des élus. Donc à chaque fois qu'on perd un élu, on perd le pourcentage correspondant. Voilà, et c'est là que le raisonnement de la majorité est tout à fait spécieux. Comme l'a très bien expliqué Mireille Chevet, la majorité, l'exécutif dispose, j'ai envie de dire, de manière imagée, il mange à deux abreuvoirs. Il dispose à la fois des moyens de l'exécutif, des moyens attribués à la fonction précise qu'ils ont dans le fonctionnement de l'institution. Et donc, comme ils n'ont pas le don d'ubiquité, quand vous êtes assis dans un bureau, que vous avez votre secrétaire, votre photocopieur et autres, vous n'êtes pas dans les locaux du groupe. Et cependant, ils sont comptés deux fois. Ils ne sont pas. Et nous, c'était notre amendement premier, c'était de dire attribuer les moyens du groupe à leur vraie utilisation. Il y a, par exemple, ils sont dans cette majorité 115. Vous enlevez le président, qui a ses moyens propres, qui a son cabinet, vous enlevez les 15 vice-présidents de l'exécutif, vous enlevez les 10 présidents de commission, vous enlevez les 10 conseillers régionaux délégués, et à ce moment-là, vous allez tomber à... ils sont 15 moins 40, ils sont plus que 75. Et par exemple, si vous attribuez 4 mètres carrés par élu, attribuez 4 mètres carrés par élu, non pas à 115, mais à 75. Ce qui est d'une parfaite logique. Mais ils n'en veulent pas de ça. Et donc, comme ils consomment peu sur leur budget, puisqu'ils l'ont par ailleurs, ils viennent dire, leur stratégie de communication, c'est de dire « Ah, le groupe Front National ou le groupe Rassemblement National et apparenté, ce sont des dépensiers. Nous, on utilise notre budget à 20, 25, 30%. » Voilà. Voilà, c'est là la manip. Donc, on les a laissés dire, on les a laissés quelque part s'enferrer. Quand je dis qu'on les a laissés s'enferrer,
lorsque vous êtes témoin des séances plénières, lorsqu'il y avait les cliniques de M. Coulon, M. Bertrand sur les frais de bouche, il se trouve que le président de groupe n'a ni carte bleue, ni carnet de chèque. Lorsqu'il y a une dépense à faire, ma chère Mélanie, tu remplis un formulaire, le formulaire est visé par le cabinet, tampon. Donc, aucune dépense engagée par un groupe politique, quel qu'il soit, n'est faite, c'est toujours ordonnateur et payeur, n'est faite sans l'aval de l'exécutif qui ensuite l'a fait payer. J'ai même envie de dire au bon vouloir, puisque régulièrement on attend des fois 3, 4, 5, 6 mois avant d'avoir même la décision de savoir si c'est possible ou pas. On est quand même relativement maltraité, vraiment à leur bon vouloir. Oui. Voilà. Ne serait-ce que pour la formation des collaborateurs. Aussi. C'est combien? Plus d'un an qu'on attend Plus pour d'un pouvoir an. avoir des formations Excel ou autres. Et puis moi, je recevais quelqu'un l'autre jour, et puis je dis, tiens, j'ai l'ordinateur qui m'a été attribué, il est avec une étiquette Nord-Pas-de-Calais, il date de 2015. Vous réclamez quoi, genre plus de Comment? moyens? Vous réclamez plus de moyens? Vous réclamez vos moyens? On fait avec. Ah ben, les moyens qu'on avait initialement nous semblaient nécessaires à l'exercice de notre mandat. Ils les ont réduits parce qu'ils ont la majorité à 100 €, on va faire avec. On va faire avec et on va faire au mieux pour mener notre action Là, politique. ils ont réduit les moyens, c'est-à-dire qu'ils sont à 500 € notamment. Ah ben, de 152 à 100, ça fait que vous réduisez les moyens hors personnel de 37%. La dernière plénière, c'est De votre budget. Non, c'était la deuxième année, en 2017. À partir de 2017, hein, c'est la première année où ils nous ont mis un budget de 152 €, et à partir de 2017, c'est passé à 100. Et c'était pareil sur la formation. Au départ, le budget de formation par élu était de 4000, c'est bête, pourtant j'ai en général 4600 €, et puis c'est 3000 € maintenant. Sur le budget de formation des élus pour l'année 2018, vous en êtes à quelle utilisation? Non, il n'y a pas trop d'utilisation. À 2018, je dirais qu'on sous-utilise notre budget formation aujourd'hui. Vous êtes à 4500, vous avez le droit à 3000 3000 € par élu et par an. Mais ça correspond à peu près à combien de formations? Parce que traditionnellement, le groupe FN maintenant RN faisait des formations un peu collectives, 3-4 dans l'année. Ça dépend. Je vais vous dire que nous-mêmes, nous n'avons pas connaissance du coût parce qu'il y a une convention qui est passée directement entre l'organisme de formation et l'exécutif. Voilà. Ça peut varier si on fait une formation en région sur un vendredi soir ou jusqu'à samedi soir ou dimanche matin, et puis si on va en formation à Fréjus, c'est pas le même coût forcément. Mais j'ai pas les conventions avec l'IFOREL, j'avoue que je m'y intéresse pas. Donc, si vous avez fait un autre article sur le sujet. Comment? J'ai eu les chiffres 2017 et 2016, Ouais. mais avec d'autres collectivités pour un article que j'ai déjà fait. Peut-être un mot sur le bureau quand même qui est nouveau. Comment? Un mot peut-être sur le nouveau bureau. Puisque donc. C'est quoi, c'est un nouveau souffle? Non, je pense que nous avons toujours bien respiré, donc ça va. C'est ce que j'ai déclaré à la presse. Nous arrivions à mi-mandat, on a remis un peu la gouvernance à plat, et puis voilà. Donc aujourd'hui, nous continuons pour aller jusqu'à la fin du mandat avec à la fois ce bureau qui est le plus officiel, mais notre gouvernance, ce n'est pas qu'un bureau. Il y a des commissions, dans chaque commission il y a un chef de file ou une chef de file, mais vous les connaissez, par exemple Adriana avec le transport, Jean-Louis Roux est à l'audit, à l'évaluation des politiques publiques, Paul-Henri Ansen-Cata est à la commission 2 environnement, voilà, et il y a donc une gouvernance avec des chefs de file et des chefs de file, de manière à ce que le plus grand nombre possible de nos élus soient investis d'une mission et participent à l'animation du groupe. Là, vous dites que c'est la naissance du nouveau groupe, hein, c'est bien ça? Oui, c'est apparenté. Apparenté. Et apparenté qui a été rajouté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes un parti de gouvernement. Depuis le temps que nous disons que nous sommes un parti de gouvernement et que nous étions
dans la protestation, nous sommes passés dans l'opposition, et maintenant nous sommes un parti de gouvernement, et donc un parti de gouvernement qui a vocation à rassembler, à cette culture qui fait que des élus peuvent s'apparenter au groupe et qu'on ne reste pas strictement recroquevillé Rassemblement National. Vous êtes apparentés pour l'instant? Vous le verrez dans l'avenir. Voilà, la porte est ouverte. Voilà, c'est D'accord, ça. pour l'heure, il n'y en a pas. Comment? Il n'y a pas de mouvement, demain, on ne va pas apprendre que... Mais demain, c'est demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est patriote, donc. Comment? Les patriotes par définition, pas... Quand vous avez une idée, hein, vous continuez. Hein. Vous leur demanderez. Tu sais, toi. Non. Mais moi, je fais moins là-dessus. D'accord. Les retours, alors? Et vous verrez. Je verrai demain ou je verrai plus tard? Mais est-ce que finalement, c'est une porte ouverte ou... Mais oui, mais on C'est vous juste a dit. non, mais c'est une porte ouverte, voilà, c'est de vous préparer l'avenir ou vous êtes déjà dans la construction du présent, dans le sens où vous avez déjà des gens... Mais c'est en construisant le présent qu'on prépare l'avenir. Donc voilà, la porte est ouverte, toutes les opportunités sont là et on est toujours en devenir. Demain c'est demain, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Forcément, c'est pas vous qui allez l'annoncer, mais... Comment? On lira La Voix du Nord demain matin. C'est pas vous qui allez l'annoncer, mais a priori, il n'y a pas de... J'en ai pas entendu parler. Combien vous êtes aujourd'hui? Comment? 41? C'est 41. Donc sinon, comme vous le savez, à chaque séance plénière, les groupes ont la possibilité de pouvoir déposer une motion et un vœu. Et donc, pour ma part, je vais donc vous présenter le vœu déposé par notre groupe, qui sera porté et défendu par notre collègue Hortense de Méreuil, et qui a pour objet donc le PRPGD, Plan régional de prévention et de gestion des déchets. Notre volonté, un plan déchets, zéro gaspillage. Dans son livre de campagne au travail, le candidat Bertrand s'engageait à ce que le Conseil régional mette en avant la stratégie zéro déchet, zéro gaspillage. La compétence de planification, de prévention et de gestion des déchets a été transférée aux régions par la loi Notré. Le Conseil régional a donc l'obligation de mettre en place une planification couvrant l'ensemble des déchets au travers d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le PRPGD. Il existe un cadre dans lequel cette politique est définie. Pour atteindre l'objectif zéro déchet, zéro gaspillage, il faut créer des filières pourvoyeurs d'emploi et fermer des installations telles que les décharges ou les incinérateurs non vertueux et polluants. Le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets, soumis en commission consultative, ne propose aucune règle de planification pour la prévention et la réduction des déchets, ni aucun moyen pour sa mise en œuvre. Par contre, il propose le maintien, voire l'augmentation des autorisations d'exploiter des décharges ou des incinérateurs déjà en surnombre dans notre région. Augmenter ou maintenir la capacité de traitement des déchets, c'est prendre acte de l'augmentation de leur volume et donc aller à l'inverse du but affiché par M. Bertrand durant sa campagne électorale. Ce choix est en complète contradiction avec la loi Transition énergétique pour la croissance verte, TECV, et donc n'incite pas non plus à réduire les déchets. Le PRPGD doit être l'occasion d'affirmer une volonté d'une politique exemplaire, innovante et créatrice d'emplois et participer à la résilience à laquelle notre région aspire. Donc, le projet du plan Région et prévention des gestions des déchets n'a pas encore été présenté en séance plénière. Il est encore temps que le Conseil régional s'engage dans une véritable politique zéro déchet, zéro gaspillage à l'échelle de la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Nous demandons donc demain en séance plénière que le Conseil régional des Hauts-de-France s'engage sur l'objectif zéro déchet, zéro gaspillage, demande au préfet de surseoir à toute décision relative aux installations concernées par le PRPGD dans l'attente de son adoption,
s'engage à utiliser le caractère opposable du plan par la fermeture d'installations polluantes et la création de filières vertueuses et créatrices d'emplois, que le Conseil régional s'engage donc à communiquer vis-à-vis du public à la hauteur des enjeux proposés par le plan, et enfin s'engage à inscrire une ligne spécifique au budget primitif de 2019 pour assurer une bonne mise en œuvre des actions concrètes contenues dans ce plan. Monsieur Bertrand, j'ai envie de lui dire, de la parole aux actes, vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà, donc nous attendrons impatiemment la réponse de l'exécutif. Et donc, je crois que mon collègue et président Philippe va vous présenter donc la motion là, qui sera présentée aussi demain en séance plénière. Peut-être un mot sur ce plan. C'est un plan, vous dites, qui va être présenté, en tout cas qui est en phase d'adoption, c'est bien ça? Qui est en phase d'adoption pour l'instant, effectivement, on n'a pas grand-chose, donc on essaye d'avancer un peu nos pions. Hortense de Méreuil est très intéressé par ce projet, il travaille beaucoup et force de proposition, donc le but est d'essayer de faire avancer les discussions avant que le plan soit présenté. Parce que dans la nôtre, ce que vous disiez, c'est que la région récupère cette compétence. Oui, c'est cela. Et en termes de planification, simplement, parce qu'elle ne va pas aller dans forcément de compétences intercommunales, mais... En termes de planification, tout à fait. Mais là, c'est la planification. Mais c'est l'occasion aussi de faire passer les messages. Oui. Avec l'autorité, il y a une autorité sur les intercommunalités. Oui. Sachant que le vœu qui est présenté, je ne vais pas dire qu'il est un aboutissement, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on est toujours en devenir, mais il est une étape supplémentaire. Avant de présenter ce vœu, je crois que nous avons déjà envoyé 2 courriers. Hortense de Méreuil envoyant les courriers au président de la CCES, c'est-à-dire à l'époque Philippe Rapneau. Moi-même doublant ces courriers auprès de Xavier Bertrand pour lui faire nos propositions. En clair, on lui rappelait quelle était notre volonté et on lui rappelait qu'en page 41 de tête de son programme, il avait indiqué qu'il prenait exemple sur Guillaume Delbar à Roubaix, qui était lancé dans une politique zéro déchet. Voilà. En fonction, tiens, tu me sors les courriers, voilà, le 6 juillet, le 11 juillet, Monsieur le Président, le projet de PRGD reçu de la Géorgie ne propose aucune règle de planification pour la prévention et la réduction des déchets. Par contre, il propose le maintien, voire l'augmentation des autorisations d'exploiter les décharges. Ces installations sont déjà en surnombre. Ceci ne va pas inciter à réduire les déchets et ne semble pas compatible. C'est un peu sous les termes que vous retrouvez. Et donc, comme le plan va être adopté, est-ce qu'il sera adopté à la séance du mois de novembre, est-ce qu'il sera adopté à la séance du mois de décembre, mais ils ont déjà pris du retard par rapport à ce qui était prévu par la loi NOTRe, on les met devant leurs responsabilités. En clair, on leur dit, voilà le vœu, voilà ce que vous disiez, je vous dis, là vous voyez, j'ai une bonne mémoire, la page 41, je m'engage à ce que les engagements qu'il prenait sur son livre projet au travail, et on lui demande de les mettre en musique. Il s'engageait quoi à la révolution, c'est bien ça? Oui, et il disait qu'il prenait exemple sur son collègue Guillaume Delbar à Roubaix. Je vous dis, là, ma mémoire ne fait pas défaut, page 41 du projet, là aussi ça va être en open data. Moi-même, je défendrai la motion, changer la politique économique du Conseil régional, une urgente nécessité. Alors, vous pourrez me dire que ça a un air de déjà vu, et c'est vrai, et je dirais c'est vu et revu, puisque dans le dossier presse qui vous est remis, vous avez un paragraphe qui est en gras, qui est l'ajout du 18 octobre. En clair, nous avons décidé politiquement d'enfoncer le clou de l'échec de M. Bertrand sur le front de l'emploi. Nous lui avons proposé cette motion en septembre, nous lui proposons en octobre, et sauf à ce qu'il l'accepte et qu'il l'adopte et qu'il procède à une évaluation, nous la représenterons en novembre, parce que nous pensons que la pédagogie est l'art de la répétition, et qu'il y en a qui comprennent vite, mais qu'il faut leur expliquer longtemps. Et donc, nous allons lui expliquer longtemps. Les faits sont têtus, hein, comme le disait un homme célèbre.
Monsieur Bertrand, vous le savez, avait proposé, s'était engagé à redonner du travail à 60 000 chômeurs au 1er septembre 2016. Nous prenons tout simplement les chiffres de l'INSEE. 1er janvier 2016, à peu près 574 000 chômeurs. 30 juin 2018, et pour 2 trimestres consécutifs, la barre symbolique des 600 000 chômeurs est franchie. C'était très exactement, lorsque nous faisions le communiqué au mois de juillet, 27 270 demandeurs d'emploi supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur 27 000 demandeurs d'emploi en plus. C'est là. Le taux de chômage a baissé. Comment? Oui, le taux de chômage a baissé. Mais alors là, ce qu'il faut regarder, c'est toujours la comparaison avec les autres régions. Et là, vous vous référez à l'INSEE 2017, qui nous explique qu'en 2017, la région se situe néanmoins parmi les régions métropolitaines les moins dynamiques, que l'emploi dans les services marchands continue de progresser. En Hauts-de-France, la création nette est de 1,7%, mais que la tendance nationale est à 1,9%. Et sur tous les secteurs, je ne vais pas vous faire toute la note de l'INSEE qui est là, sur l'embellie qui se confirme au niveau national, sur tous les secteurs, on est en décrochage. Ben oui, on est en décrochage dans la progression. D'ailleurs, le chapeau de l'INSEE est très révélateur. En Hauts-de-France, l'embellie de l'emploi dans le secteur privé, amorcé en 2015, donc c'était avant qu'il devienne président, se confirme en 2017. Ainsi, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 0,9. Cette tendance à la hausse est toutefois plus modérée qu'au niveau national, où l'augmentation atteint 1,6%. Entre 0,9 et 1,6, il y a après un écart du simple double. Qu'est-ce qu'on attend de M. Bertrand? M. Bertrand dit pendant la campagne, ma priorité c'est l'emploi. D'ailleurs, mon livre-projet c'est au travail. Et il explique aussi, ma priorité c'est l'emploi, parce que le Front National prospère sur la misère des gens. Ah, ça c'est sa grande antienne. Et comme ils n'ont pas de travail et comme ils sont malheureux, ils vont voter pour les extrêmes. Donc moi, je vais faire reculer le Front National et je ferai reculer le Front National en faisant reculer le chômage. Bon, a priori, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, hélas pour les demandeurs d'emploi, ça ne marche pas non plus au niveau politique. Puisque 1 an et demi après son élection, c'est dans notre région qu'il y a 5 députés Front National. C'est dans notre région qu'il y a 2 départements où au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a la majorité. Pas-de-Calais et Aisne. Donc cherchez l'erreur. Ça veut dire que derrière toute la communication de M. Bertrand sur Proche Emploi, que nous appelons FOP Emploi, sur cette suite pathétique, 9400 demandeurs d'emploi, ou 9400 personnes ont retrouvé le chemin de l'emploi grâce à Proche Emploi, et une sorte de je sais pas, comme s'il avait un œil borne, là, et puis il voit que ça, et puis il oublie les 27 000 demandeurs d'emploi en plus, et il oublie de nous dire, il oublie surtout de vous dire, mais nous sommes là pour le faire, de vous rappeler que nous sommes en décrochage par rapport aux autres régions françaises. Voilà, donc ça c'est ce message. Alors, nous le disons, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait avancer d'un iota la chose. Ce que nous disons à M. Bertrand, vous avez dit que c'était la priorité absolue, que c'était l'alpha et l'oméga. Vous avez mis en place une commission 9, audit et évaluation des politiques publiques régionales. Nous avions d'ailleurs dans le projet régional de Marine Le Pen, il y aurait eu un vice-président à l'évaluation des politiques publiques. Là, il n'y a qu'une commission. Et dans ce que je vais appeler la boîte à outils devenue caisse à outils, si vous voulez, donc la première chose qu'il a annoncée le 4 janvier, c'est Proche Emploi. Le 28 janvier 2016, il dit allègement de charges de 25% pour les TPE-PME lorsqu'ils embauchent, je pense, en dessous de 1,6 SMIC. On leur dit à l'époque, par la voix de notre collègue Chantal Lemaire, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a un dispositif concurrent de l'État et que les entreprises, et en plus que le salaire médian dans la région, est inférieur au plancher que vous fixez. Donc les gens ne vont pas être éligibles. Donc regardez, effectivement, je crois que c'est en février 2018, je ne sais pas si c'est dans la motion, l'exécutif
abandonne. Le 1er février 2018, l'exécutif prenait acte de l'inefficacité de cet allègement de charges, confirmant ainsi la pertinence des réserves exprimées par le groupe FNRBM. Et donc, on dit, Monsieur le Président, vous avez eu la sagesse, début février 2018, d'abandonner un dispositif manifestement inadapté, pour lequel vous aviez mis un budget conséquent. On était en plusieurs dizaines de millions d'allégements de charges qui n'a pas été consommé parce que voilà, vos autres dispositifs ne sont pas plus pertinents. Nous vous demandons donc, Monsieur le Président, de les soumettre aux instances que vous avez mis en place, la Commission 9, audit et évaluation des politiques publiques régionales. Et d'ailleurs, dans l'intervention que je ferai demain, je citerai un courrier que je lui ai envoyé en disant, Monsieur le Président, mettez prochain pas sur le banc d'essai. Et là, la réponse de M. Bertrand, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait évaluer. Évidemment, hein, si je fais évaluer les politiques qui marchent, et si je choisis de ne pas évaluer les politiques dont on voit pourtant que les résultats ne sont pas à la hauteur. Donc nous demandons simplement à M. Bertrand, à l'exécutif, mettez les choses à plat, faites évaluer. Peut-être que dans vos dispositifs, il y en a certains qui sont pertinents, d'autres qui ne sont pas pertinents. Et à ce moment-là, voilà, c'est une demande. Et nous pensons, parce que nous entendons les élus de la majorité, nous savons bien qu'ils sont eux-mêmes critiques, qu'ils voient bien que ça ne suit pas. Et donc, nous allons foncer le clou, septembre, octobre, novembre, sachant que nous-mêmes, nous avons fait des propositions. Mais vous le savez, nous avons, et d'ailleurs, ils sont venus sur un certain nombre de propositions. Dès le début du mandat, nous avons toujours dit, nous préférons l'avance remboursable à la subvention. Peu à peu, l'exécutif a évolué. Et désormais, il y a moins de subventions que d'avance remboursable. Nous avons fait une deuxième exigence, mais là, Mélanie pourrait en parler aussi bien que moi, c'était un amendement sur Tris-Allégé. L'amendement, c'est de demander en contrepartie d'une subvention un minimum de 30 à 50% de CDIsation. Parce que malheureusement, pour par exemple Tris-Allégé pour PSA, on a quand même donné 6 millions d'euros quand même pour construire la nouvelle boîte automatique. Et il n'y avait aucune garantie demandée en contrepartie à la société. Et si on prenait l'inverse, par exemple, sur des sociétés beaucoup plus petites, comme Tim, comme Jean Cabi, où là, ils n'avaient pas de subvention, mais des avances remboursables, et en plus, dans leur carnet de charges, on leur demandait de garder autant de salariés ou de créer autant d'emplois, ce qui est donc 2 poids, 2 mesures. Voilà. 2 poids, 2 mesures. Est-ce que vous en savez plus d'ailleurs sur la délibération Toyota? Comment? Toyota, demain il y a une délibération Toyota. Oui. C'est quoi? C'est une avance? Non, c'est une subvention de 2 millions d'euros. Et ce sera des décisions tout à l'heure en réunion de groupe, Voilà. avis partagé. Subvention de 2 millions d'euros. Ouais. Suite à la vie d'Emmanuel Macron, c'est ça? C'est dans ce cadre-là Bon, il n'était pas venu à PSA et pourtant PSA. Il va peut-être venir en novembre. Non, mais je veux dire, c'est dans ce cadre-là, je me souviens qu'il était venu, qu'il y avait sur un projet nouveau qui devait avoir lieu depuis la Toyota. Moi, ça, c'était peut-être en 2015 ou 2016. Non? Oh non, c'est un peu plus récent. Si, il a dû venir de la première partie de 2018. Effectivement. Sébastien était déjà député, avait été à la réunion, effectivement. Je ne pense pas qu'il y ait forcément de rapport, parce que je vous dis, ça fait partie de la politique de la région, puisque la région, maintenant, avec la loi Notré, est directement la compétence action économique. Donc, c'est 2 millions d'euros de subvention ou alors, c'est subvention. C'est pas avance remboursable. Hein. Si vous voulez, nous sommes politiquement. Politiquement, nous disons, nous sommes dans la position, quand on n'a pas tout fait, on n'a rien fait. Une mesure est proposée, et alors, voyons ce que ça donne. Et c'est ainsi que nous avons voté ou été en abstention sur la plupart des dispositions de la caisse à outils, en exprimant parfois des réserves. Et c'est la raison pour laquelle, puisque le résultat n'est pas à la hauteur des espérances, nous demandons cette mise à plat dont je vous parle. Et donc ce sera à n'en pas douter, une discussion, je ne sais pas comment on va la trancher, on risque de se trouver en abstention ou bien pour avec des réserves. Ça me semble peu probable qu'on adopte le nom, parce que voilà, il y a de l'emploi qui se développe, il y a de l'innovation, mais là encore, comme le disait Mélanie, 2 poids 2 mesures. Quand on voit les difficultés qu'il y a avec Tim, quand on voit que sur Jean Cabi, l'affaire était pliée pour Jean Cabi le 26 juin au soir.
heureusement que le groupe Rassemblement National a fait la motion d'urgence. Donc, au moment où nous déposions l'urgence, le porte-parole de l'UDI dit « je ne voterai pas, de toute façon, toutes les motions qui viennent, ou les vœux qui viennent de vous, on ne les vote pas. » C'est comme ça. Et qui après, moi après j'ai dû partir pour peut-être Dunkerque, il paraît qu'au moment du vote, le gars a fait un peu rétro-pédalage, il disait excusez-nous, on a été un peu hard ce matin, parce qu'il s'est rendu compte que c'était intenable. Et quelques jours après, mais on suit le dossier, l'hypothèse que nous avions suggérée d'une opération de crédit-bail avec une nouvelle personnalité juridique pour reprendre l'usine de Comines pour laquelle on avait donné au pot, elle faisait son chemin. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Mais voyez-vous, on est sur un cas précis où sur de l'industriel, l'exécutif, tout est plié, et on va se battre pour les indemnités supralégales. Le groupe Rassemblement National dit non, c'est pas possible, il y a un outil, il y a une nouvelle usine, et finalement, moi j'ai cette formule, nous sommes une opposition qui s'oppose, une opposition qui propose, mais vous le voyez régulièrement, et parfois une opposition qui s'impose, ou qui impose son point de vue. Pareil sur Team, souvenez-vous, dès juin 2017, on avait demandé que Finorpa Financement intervienne par prêt participatif en haut de bilan. Il y avait besoin d'à peu près 3 millions d'euros pour investir sur une nouvelle cabine de peinture des cabines. Et nous, on a les contacts avec l'intersyndicale. Et puis finalement, Philippov a rencontré la direction de Team. Qu'est-ce qui va en sortir? Et ça, c'est ce que nous avons ajouté. D'ailleurs, je dis que ça aurait dû être mis en gras dans la motion. Demande que Finorpa Financement et Picardie Investissement soient enfin rapidement renforcés et coordonnés pour que le Conseil régional dispose d'outils efficaces pour le financement des entreprises en difficulté mais vitales. Nous, on a l'exemple. On fait, pardonnez-moi, on va faire de l'analyse comparative, c'est mieux que de parler de benchmarking. La Normandie vient de se doter d'un fonds d'investissement de 100 millions d'euros qui lui permet d'être aujourd'hui au capital de 35 entreprises. Une sorte de banque régionale d'investissement, mais bien sûr pas pour la région seule, on n'en a pas les moyens financiers, mais adossé avec nos grandes banques du Crédit Agricole, CIC ou autres. C'est Fabien Roussel qui voulait mettre ça en place. Comment? C'est Fabien Roussel qui voulait mettre ça en place lors de ça. Oui, dans la campagne. Voilà. Et nous étions pendant la campagne avec un fonds d'aide, un fonds de passage pour les entreprises en difficulté de trésorerie. On sait parfois que les entreprises viennent, moi-même j'ai dirigé une entreprise pendant 30 ans, à un moment il y a un besoin en fonds de roulement, ou bien il y a un fournisseur qui vous met un délai pas possible sur une grosse facture. À ce moment-là, il faut donner le coup de pouce que le système bancaire qui est trop frileux ne va pas donner, et la région peut le faire avec toutes les garanties. Vous voyez qu'on est vraiment proactif, et sur ce sujet-là, on a un exécutif qui manifeste un certain dogmatisme, mais en tout cas, dans la politique économique, ne montre pas les résultats attendus. Voilà, donc vous voyez, là, on est encore... Vous me parliez, on a eu un petit échange sur réapparenter la porte... Voilà, nous sommes dans la politique de la porte ouverte. Enfin, on voudrait qu'ils ouvrent la porte à nos propositions, plus exactement. C'est une politique à toute semaine, c'est pas assez macro, c'est pas assez... À partir du moment où nous demandons une évaluation de ces politiques, c'est que nous-mêmes, seule l'évaluation nous permettra de dire ce qui est pertinent ou pas. Ce que nous ressentons, c'est que quelque part, la région n'a peut-être pas les moyens de sa politique économique, c'est un peu la grenouille qui veut se faire bœuf, et que lorsqu'il y a un certain... On le voit bien dans les dossiers Ascoval et autres, il ne tient pas la main. Henri Tempête, il agite ses petits bras, il trépigne du pied, et alors, si Valourec ne veut pas mettre d'argent alors que l'État est au capital à 15%, ça ne se fait pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu cette polémique un peu artificielle d'ailleurs entre Le Maire et Bertrand.